partie de l'intérêt que vous avez bien voulu porter à notre webinaire, au webinaire que nous vous proposons ce matin sur le thème télétravail, quel avenir. Alors, vous le voyez, vous pouvez le constater, nous avons pris la décision de vous parler sans masque, mais pas en télétravail, puisque nous sommes réunis en présentiel selon la formule désormais consacrée. L'objectif donc de l'heure ou de l'heure et demie que nous allons passer ensemble n'est pas de vous faire un cours magistral sur le télétravail et de traiter de questions qui sont amplement développées dans la littérature que nous recevons ou que nous examinons quotidiennement dans nos bureaux, comme les frais d'occupation ou la prise en charge des frais liés au télétravail, encore que nous ayons constaté à travers les questions que nous avons reçues que certains d'entre vous se posaient ces questions-là. Donc, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure de nos développements. Notre objectif est en fait plutôt de poser les bases d'une réflexion qui va nous mener, je pense, dans une réflexion au long cours sur la question du télétravail, puisque, comme vous le savez, il y a un certain nombre de sujets qui émergent de cette nouvelle organisation du travail, enfin de cette nouvelle organisation du travail, de cette organisation du travail existante, mais qui, du fait de la crise sanitaire, est devenue une réalité pour un certain nombre d'entreprises. Il ne vous aura donc pas échappé, évidemment, que le télétravail a un impact important sur un certain nombre de sujets que nous abordons régulièrement en tant que praticiens du droit du travail, comme la santé et la sécurité, l'organisation du temps de travail, les libertés fondamentales, mais également les conditions de la mise en œuvre du télétravail en tant que projet de réorganisation collective au sein de l'entreprise. Alors, notre souhait ce matin est surtout de réfléchir à la manière d'anticiper les sujets liés au télétravail, qui devient donc une modalité structurelle d'organisation et de gestion de l'activité des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, Daniel et moi-même, associer à notre réflexion Nice Vaux, qui dirige le cabinet Plein Sens, qui est un cabinet qui étudie qui est un cabinet d'études et de conseil, excusez-moi, spécialisé sur la question de la prévention et de l'accompagnement des transformations d'entreprise. C'est un cabinet qui intervient, que vous connaissez peut-être, et que je vous recommande d'ailleurs, qui intervient notamment sur les questions de charge de travail, d'organisation du temps de travail et de dialogue social. Alors, nous avons essayé d'orienter le débat entre Daniel et Nice, et j'aurai le plaisir d'être l'animateur ou le modérateur de ce débat, entre deux axes, d'où partons et comment préparer la reprise. Alors, comme je le disais en introduction, nous sommes incontestablement en train d'observer un changement de long terme dans les entreprises, la crise sanitaire ayant véritablement accéléré la réflexion qui était déjà amorcée au sein des entreprises sur les nouvelles organisations de travail, au point que certains observateurs et certains groupes, y compris dans les préambules des accords qu'ils rédigent en ce moment et sur lesquels nous reviendrons, voient le télétravail qui est clairement indiqué comme une future modalité de travail ordinaire. Et en cela, elle est aiguillée par la nuit du 26 novembre dernier, qui s'ajoute aux dispositions du Code du travail qui ont été rafraîchies, si je puis dire, en 2017. Alors, cette ANI a donné une véritable légitimité aux discussions avec les partenaires sociaux sur le sujet du télétravail, ce qui est un point important puisque, comme vous le verrez tout à l'heure, nous allons aborder la question des accords d'entreprise ou des chartes sur le télétravail. Quelques éléments chiffrés pour aiguiller cette réflexion. Depuis le début de l'année 2020, 1474 accords d'entreprise sur le télétravail auraient été signés. Les avantages qui lui sont associés sont les suivants. 83% des DRH interrogés dans le cadre d'une étude qui a été menée par le BCG et la NDRH considèrent
que le télétravail va répondre à l'attente des collaborateurs dans un contexte où la QVT est un fort lien d'attractivité. Cette étude souligne également que le télétravail a boosté la motivation des salariés, en tous les cas pendant le premier confinement, parce qu'aujourd'hui, on a une analyse qui est un petit peu différente, on reviendra dessus, qu'elle permettrait, on le sait aussi, des coûts immobiliers. Alors, est-ce que, pour l'instant, on en parle beaucoup, est-ce que ça va aboutir? On verra ce point avec Niels. Et qu'elle réduit aussi, c'est un sujet d'importance, qu'elle réduit aussi l'empreinte carbone. Les inconvénients qui sont relevés par les DRH, c'est ceux que nous commençons tous à percevoir dans le cadre de notre pratique quotidienne depuis l'installation du phénomène au sein des entreprises. Eh bien, c'est les risques psychosociaux. Et parmi ces risques psychosociaux, on cite régulièrement le sentiment d'isolement, l'addiction, le stress dû à des difficultés de se déconnecter, même si la loi prévoit un droit à déconnexion, c'est plus facile de le faire quand on travaille épisodiquement sur son lieu de travail que lorsque le travail est une pratique rémanente. Le management toxique, lorsque les managers ne sont pas formés à gérer des équipes en télétravail, et la question de la formation des managers va devenir une question prépondérante. Et également la diminution de la cohésion au sein des entreprises. 88% des DRH manifestent aujourd'hui une crainte d'une baisse du sentiment d'appartenance. Alors c'est intéressant parce que lors du premier confinement, on a noté une motivation des salariés qui, à partir du moment où ils sont été chez eux, ont ressenti le besoin de manifester une présence, de manifester un intérêt, parce qu'on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Et très vite, les gens se sont sentis motivés pour aider l'entreprise à maintenir son activité. Et puis, sur le long terme, les DRH constatent finalement que à long terme, le télétravail qui devient pérenne, qui dure en tout cas, conduit les salariés à sentir une baisse de leur sentiment d'appartenance. Autre point qui est soulevé, le manque d'innovation lié à la limitation des échanges, car même si les échanges sont réguliers en Zoom, Skype, Teams, on se croirait dans une chanson, la chanson Comic Strip de Serge Gainsbourg, qui nous a quittés il y a 30 ans maintenant, les Zoom, les Skype et les Teams, on constate que ce sont des moyens qui nous permettent effectivement de travailler, d'avoir une certaine efficacité, parce que finalement, on se connecte directement devant son écran et on traite les sujets, mais pour autant, il n'y a plus d'espace pour l'échange à côté, et cet échange qui peut être créateur, justement, ou qui peut générer de la créativité. Alors, ce sont les questions qu'il nous faut anticiper aujourd'hui, enfin que nos clients doivent anticiper aujourd'hui. Et si je résume très simplement, de façon très basique, la méthodologie qu'il faut aborder, c'est l'audit. Et après l'audit, eh bien, la mise en œuvre des résultats de l'audit à travers peut-être la négociation collective. Là, on est véritablement poussé à ça, hein, la pousse à la négociation collective, voire la charte si ce n'est pas possible. Alors, à travers ça, vous avez compris la façon dont les rôles vont être distribués ce matin entre Niels pour la partie audit et Daniel pour la partie mise en œuvre juridique de ces questions. Ce qui va me conduire très vite à m'adresser dans un premier temps à Daniel pour lui demander, Daniel, est-ce que tu peux nous dire d'où on part avec le télétravail, quelques rappels peut-être d'ordre juridique pour qu'on parte sur des bases saines, et ensuite je donnerai la parole à Niels pour lui demander peut-être de nous faire un petit état de ses retours opérationnels durant la crise. Alors, je peux le dire, comme aurait dit le fameux Houdini. Donc, le télétravail, en fait, c'est une notion qui est assez récente, qui est même très récente, puisqu'elle est entrée dans le Code du travail par la loi du 22 mars 2012.
laquelle loi reprenait la majorité des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. C'est donc un dispositif qui existe juridiquement depuis 15 ans, ce qui est quand même relativement récent. Et je rappelle d'ailleurs incidemment à ce sujet que l'ANI du 19 juillet 2005 existe toujours et s'applique toujours. Hein. Il y a quelques éléments que je vous invite d'ailleurs à aller consulter. Ce premier texte de 2012 a fait l'objet d'une réforme par une ordonnance de 2017, du 22 septembre, puis par deux lois successives de mars et septembre 2018, la principale étant celle de mars 2018, la seconde ayant simplement modifié en quelque sorte celle de mars. Et c'est depuis cette loi de 2018 c'est de cette loi 2018 que sont issus les textes de référence aujourd'hui en la matière, qui sont les articles L 1222-9 à L 1222-11. Donc finalement, on a trois textes, on a trois articles qui régissent aujourd'hui dans le Code du travail le télétravail. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de télétravail que depuis un an, hein, puisqu'on va bientôt fêter le sinistre anniversaire du confinement de mars 2020. Et on a découvert à ce moment-là ce qu'était, semble-t-il, le télétravail. Et pourtant, il est important quand même de se redire qu'aucune disposition légale n'est intervenue depuis un an sur le télétravail. Donc, on a un socle législatif qui n'est pas très ancien, mais qui est relativement complet, dont je vais quand même rappeler quelques éléments prégnants, et qui aujourd'hui est complété effectivement par un ANI, mais on verra que très souvent, face à ce type de texte, de document, on est plus dans un recueil d'incitation et de retour d'expérience, de bonnes pratiques, que véritablement de normes ancrées. Mais ça en dit beaucoup sur l'évolution effectivement du télétravail dans notre société, en fait, hein, puisque le droit est quand même là régit quand même les modes d'organisation collective. Et ça en dit aussi beaucoup sur toutes les questions que vous avez, et on va en profiter pour le dire tout de suite, le peu de réponses que nous avons. Donc voilà, j'espère qu'on ne va pas passer de 100 participants à 10 participants maintenant que j'ai dit ça. Mais il faut comprendre que c'est une réflexion que nous avons en commun et qui, malheureusement, ne va pas trouver aujourd'hui forcément des réponses définitives. Donc, que faut-il se dire, que faut-il retenir des grands principes du télétravail qui résultent du Code? Première remarque, ça mérite d'être souligné, le télétravail se distingue du travail à domicile. Ça paraît évident ou pas. Mais je rappelle que dans le Code, il est quand même expressément fait référence à l'utilisation des technologies de la formation et de la communication. Donc, le travail à domicile, qui sera un travail manuel, ne serait pas du télétravail, mais n'entrerait pas dans le cas du télétravail. La définition, puisqu'on a une définition légale du télétravail, hein, là aussi, hein, il faut revenir aux basiques, aux fondamentaux dans nos raisonnements de juristes. Et cette définition, je la rappelle juste pour s'échauffer un petit peu dans ce début de matinée, c'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est la définition qui est donnée par 1222-9, et chaque mot compte dans cette définition. Autre point important qui est déjà réglé, c'est le cadre de la mise en place du télétravail. Donc, c'est un accord collectif ou, à défaut, une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE. On ne va pas rester longtemps sur le sens à donner à défaut. Est-ce que ça signifie qu'on doit nécessairement rechercher d'abord un accord collectif ou est-ce que l'on peut
supposer qu'on ait une représentation syndicale, on doit absolument rechercher au préalable un accord. Sans doute, c'est un petit peu le sens quand même de la jurisprudence, de la doctrine, c'est-à-dire que si on a des interlocuteurs syndicaux, on commence quand même par leur proposer une négociation, et c'est seulement si on n'y arrive pas qu'on peut passer de manière unilatérale. L'accord comporte un certain nombre de mentions obligatoires, que je rappelle très très vite: conditions de passage en télétravail, conditions de retour et exécution du contrat de travail conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail. Donc la question de la réversibilité évoquée par l'un ou l'une des participants fait partie des mentions inscrites dans l'accord. Les modalités d'acceptation par le salarié, les modalités de contrôle du travail ou de régulation de la charge de travail, et la détermination des plages horaires où l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Ça, c'est le socle obligatoire de tout accord sur le télétravail. Autre règle qu'il est important de rappeler, donc dans les conditions de passage en télétravail, on a évidemment, ce n'est pas dit comme ça, mais ça correspond à la désignation de ce qu'on a appelé les postes éligibles. Madame Borne dirait les postes télétravaillables, ce qui est un peu réducteur à mon sens. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Autre point important qui résulte de ce socle légal, la motivation du refus d'accorder le télétravail à un salarié qui répond aux conditions posées par l'accord, une motivation obligatoire selon un principe général du droit habituel. La présomption de qualification d'accident du travail pour un accident survenu sur le lieu du télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle, c'est le principe qui est posé là aussi par les dispositions légales, qui posera évidemment un certain nombre de problèmes. On a vu des questions là-dessus, nous aurons l'occasion d'y revenir. Deux derniers points sur le socle légal. L'employeur a quelques obligations particulières. La première étant d'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements, d'outils ou d'outils informatiques ou de services de communication électronique. Et enfin, il doit lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail s'il le souhaite, et organiser un entretien annuel sur les conditions d'activité et sur sa charge de travail dans le cadre de cette modalité particulière d'organisation de son travail. Et enfin, dernier, ce qui constitue une sorte d'exception au principe du volontariat du salarié, puisqu'on a vu que, je ne sais pas si je ne le répète suffisamment clairement, mais je le rappelle, c'est dans la définition, hein, le télétravail est nécessairement volontaire, et de la part du salarié et de la part de l'employeur. Donc, il y a une rencontre des consentements. C'est extrêmement important. Et la seule exception à ça, c'est l'exception qui est posée par 1222-11, c'est-à-dire que la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie, donc c'était dans le texte déjà de 2018, ou en cas de force majeure. Ce qui signifie que l'on peut, dans cette hypothèse-là, se passer du consentement du salarié. C'est effectivement exactement ce qui s'est passé. C'est cet article-là, en fait, qui a été mobilisé depuis un an et sur lequel, évidemment, s'est construit tout le droit covidien, dirait l'un de nos confrères, du télétravail. Donc, on voit que, le télétravail, tel qu'il a été conçu par le législateur, est finalement un mode d'organisation du travail qui est dédié principalement, qui est soumis à la négociation collective, qui fait l'objet du dialogue social dans l'entreprise comme un mode d'organisation, comme un autre. L'apport de l'ANI de 2020, du 26 novembre 2020,
ça n'est pas de créer véritablement de la norme parce que la lecture de l'accord enseigne qu'il y a peu de normes. C'est plus du retour d'expérience, c'est plus de la recommandation de bonnes pratiques. Et à cet égard, il a toute son importance puisqu'il permet effectivement d'avoir le retour d'expérience et le sentiment, bien évidemment, à la fois des employeurs et des salariés, ce qui lui donne un aspect assez complet à cet égard. Le propre et l'apport de l'ANI, c'est d'inscrire le télétravail dans la durée et dans la généralité. C'est ce qui le distingue prioritairement du socle législatif antérieur et ce qui explique son contenu peu normatif. Il se distingue également, c'est son préambule, par le côté transverse qu'il donne au télétravail, puisqu'on s'aperçoit que le nombre de questionnements qui sont en lien avec le télétravail, ça n'est pas que le travail, ça n'est pas que l'entreprise, ce ne sont pas que les relations employeurs-salariés, et c'est également tout un champ d'organisation des modes de vie collectifs avec des implications territoriales, environnementales, écologiques, énergétiques, etc., etc. Donc, c'est une dimension macro dont, j'allais dire, l'aspect qui nous occupe dans les relations employeurs-salariés n'est qu'un des aspects, qu'une des parties prenantes, n'est qu'un des volets, ce qui donne malgré tout sa complexité aussi à la problématique. Que doit-on retenir des grands principes? Marie-Hélène en a dit un mot et je ne serai pas très longue là-dessus puisque je vais quand même passer la parole à Nils sur ce point-là. Mais c'est important quand même parce qu'il va nous en parler aussi dans son expérience de ces 12 derniers mois. Le premier point, c'est évidemment l'encouragement du dialogue social et donc de la conclusion d'un accord collectif. Ça ne nous surprend pas parce que ça s'inscrit dans un mouvement, j'allais dire, général de ces dernières années et plus particulièrement du gouvernement actuel. Donc, pas de surprise dans tout ça. Il y a une extension, ce qu'il faut noter, c'est l'extension des thèmes possibles de négociation. Et ça, c'est très important parce que, justement, l'extension de ces thèmes est directement liée au caractère de généralité et de pérennité de l'organisation de ce mode d'organisation du travail. On retrouve ainsi le rattachement hiérarchique, les modalités d'évaluation de la charge de travail, les modalités de compte-rendu et de liaison avec l'entreprise, les modalités d'articulation télétravail présentiel pour tenir compte de la qualité du travail avec les autres salariés, les questions de coût, d'assurance, les règles de prise en charge des frais professionnels, etc. Les thèmes ce sont en fait tous les thèmes qui ont constitué des problématiques ou des questions pendant les derniers mois, pendant l'année 2020, puisqu'elle a été quasiment entièrement télétravaillée ces jeudis. Dans les autres thèmes qui sont portés par l'ANI, il y a la question de la période d'adaptation, qui a priori est indiquée plutôt comme impératif, c'est-à-dire qu'il y a une période d'aménagement, d'amarinage en quelque sorte au télétravail dont les partenaires sociaux incitent à le considérer dans le cadre de la négociation. La question de la réversibilité du télétravail régulier, si le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche, donc on sait que ça va être un de nos grands thèmes de discussion. Comment est-ce qu'on fait revenir les gens? Je sais que Nils va nous parler de ça. Et c'est un véritable sujet puisque la réversibilité du télétravail est en lien direct avec le pouvoir de direction, d'organisation de l'employeur. Deuxième grand élément deuxième grand pavé, si j'ose dire, de l'ANI, le principe selon lequel le télétravailleur est un travailleur comme les autres. C'est-à-dire qu'on a un rappel pour mémoire, ça va sans dire, ça va probablement mieux en le disant, de ce que l'ensemble des dispositions légales qui concernent le salarié sont applicables aux télétravailleurs, avec ce qui est un principe qui nous paraît à tous évident, bien évidemment, puisque en bon juriste,
on sait que le salarié est soumis au Code du travail et bénéficie des dispositions du Code du travail. Donc, on n'a pas de difficulté avec ça, si ce n'est que le fait, malgré tout, que le salarié soit en télétravail, pas en travail physique, va poser un certain nombre de difficultés qui sont propres à cette situation. Ça sera en particulier, et qui sont visées par l'ANI, l'ANI n'étant pas forcément exhaustif d'ailleurs sur ce terrain-là. Mais on peut citer en particulier le contrôle du temps de travail, les modalités du contrôle du temps de travail, le respect du droit à la connexion et à la vie privée. On peut citer également, quand on dit contrôle du temps de travail, c'est aussi contrôle du travail et de l'exécution de la tâche, parce qu'on n'a pas le salarié sous les yeux. La prise en charge des frais professionnels avec les problématiques d'allocation forfaitaire font partie aussi des thèmes nouveaux. La fréquence du télétravail, l'équilibre avec le temps de travail sur site, la communication au sein de la communauté de travail, les règles en matière de santé et de sécurité. Alors l'ANI nous dit, et ça fera partie des thèmes qui doivent nous occuper et qui nous occuperont dans l'avenir, il doit être tenu compte du fait que l'employeur ne peut avoir une complète maîtrise du lieu dans lequel s'exerce le télétravail et de l'environnement qui relève de la sphère privée. Oui, certes, on sent la patte du négociateur patronal dans cette rédaction, mais aujourd'hui, eh bien, les dispositions légales sur la responsabilité de l'employeur en matière de prévention de la santé et de la sécurité du salarié n'ont absolument pas évolué. Donc, il y aura très probablement, dans l'avenir, j'imagine, des ajustements probablement législatifs à faire, parce qu'on n'imagine évidemment pas que les salariés vont recevoir des visites domiciliaires d'employeurs pour vérifier que tout est en ordre chez eux dans ce domaine-là. Et il y aura certainement des contentieux qui seront propres à ces modalités. Autre thème qui n'est pas du tout traité dans le socle légal et qui est beaucoup dans l'ANI, c'est la problématique de l'accompagnement des collaborateurs et des managers, de la formation des managers à ce mode de travail, l'adaptation des pratiques managériales, la prise en compte des situations particulières, etc. etc. Donc, la job description des fonctions de manager va s'enrichir très probablement de cet aspect-là. C'est-à-dire que le mauvais manager va forcément être identifié probablement plus vite en télétravail qu'en travail physique parce qu'il n'y aura pas de compensation possible en l'absence d'interaction présentielle. La préservation de la relation de travail avec le salarié, le maintien du lien social, la prévention de l'isolement font aussi partie des thèmes abordés par l'ANI. La continuité, les modalités de continuité du dialogue social de proximité sont également traitées, avec des créations assez innovantes, comme par exemple le local syndical numérique ou les panneaux d'affichage numérique. Bon, tout ça est dans l'air du temps, tout ça est dans le mouvement que l'on décrit. Bon, sur le versant négatif, on a évidemment le risque de fracture numérique qui va s'en induire, puisque les personnes qui sont mal à l'aise avec les outils numériques, je regarde Marie-Hélène parce qu'elle nous expliquait qu'elle n'était pas douée tout à l'heure et c'est elle qui a la main sur tout ce qui nous réunit ce matin. Donc voilà, on a un risque de fracture numérique pour les gens qui sont plus poètes que geeks et voilà. Et puis bon, ce qui doit aussi, dernier thème cité par l'ANI, la mise en œuvre du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles de force majeure. Il faut évidemment traiter ça dans l'accord ou dans la charte si on n'a pas la possibilité de faire un accord.
Donc, en conclusion, l'ANI, c'est un rappel des dispositions légales, un rappel qui était utile, qui était probablement utile de faire. C'est essentiellement un retour d'expérience sur les difficultés propres à un télétravail qui est généralisé et durable. Et c'est le soulignement de points de vigilance particuliers qui apparente l'ANI à un guide pratique, mais les guides pratiques, c'est pratique, justement, et c'est bien utile. Donc voilà, sur à très grandes enjambées, si j'ose dire, les textes que nous avons dans les mains, qui sont à notre disposition pour traiter la multitude de questions, qui se posent à nous, que nos clients nous posent en matière de télétravail. Est-ce que, Nils, ça correspond est-ce que tout ça résonne avec ton expérience de ces derniers mois, de ces dernières années, mais probablement de ces derniers mois? Alors oui, sur plein de choses. Alors peut-être pour tous nos interlocuteurs, là, préciser d'où je parle, parce que effectivement, je n'ai pas le droit avec moi. Marie-Hélène, tu évoquais la posture de l'auditeur. Effectivement, c'est assez pédagogique d'imaginer ça comme ça. Donc, moi, je suis consultant, je travaille sur le travail. Donc, en fait, ce que je vais faire, mon métier, et c'est ça depuis là que je vais vous parler, c'est que je vais aller regarder comment les gens travaillent sur le terrain et croiser ça, si vous voulez, avec les autres dimensions, le business, le social, la santé. Et ça nous permet, typiquement, dans le cadre de négociations qui auraient lieu sur le temps de travail ou sur l'organisation du travail, d'arriver à amener des objets de discussion et d'en éclairer les enjeux pratico-pratiques. Voyez. Donc ça nous permet, donc on est les observateurs de finalement comment les choses s'organisent sur le terrain, j'ai envie de dire, entre managers, direction, travailleurs, enfin équipes, les collectifs de travail et puis partenaires sociaux qui ne sont jamais loin. Et puis aussi, comme on vous disait toutes les deux, c'est quand même un sujet alors, qui est nouveau, qui n'est pas nouveau, on va le voir, mais aussi en tant que moi, je suis dirigeant d'entreprise, donc j'ai une équipe, on est un certain nombre chez Pinsens. Donc je suis également, en tant que mandataire social, confronté aux mêmes problématiques que celles de mes clients, qui est comment finalement j'ai dû m'organiser pendant la période qui vient de s'écouler et comment je dois le faire pour celles qui s'ouvrent maintenant. Je ne sais pas si quelque chose s'ouvre, mais en tout cas, comment je m'adapte. Alors, peut-être, nous, ce qu'on a observé et ce qui est, et pour reprendre un peu, Marie-Hélène, que évoquait l'étude BCG, il y a d'autres études qui sont assez intéressantes pour ancrer un peu ce rétroviseur autour de quelques chiffres. Je pense ici à l'étude d'Ares, Harris Interactive, qui est publique et qui permet d'observer finalement ce qui s'est passé sur l'année dernière. Donc, en fait, le télétravail, ce n'est pas nouveau. Les gens voulaient déjà télétravailler. Ça, on le savait, vous le savez mieux que moi, puisque ça faisait l'objet déjà d'accords, d'avenants, de choses comme ça. En revanche, nous, ce qu'on observe, c'est que là où le télétravail, avant, ça arrivait, nous, on intervenait très rarement sur des sujets de télétravail avant le 16 mars 2016. On intervenait sur des dossiers 2020, d'organisation du temps de travail, mais télétravail, non, parce que souvent, le télétravail, c'était une négociation, bien que ce soit collectif, plutôt des choses vues sous l'angle individuel, c'est-à-dire des avantages. On évoquait entre nous peut-être des goodies, mais vous voyez, un peu comme au même titre que les tickets restaurants. C'était rarement vu comme quelque chose c'était une contrepartie donnée au cadre de la politique sociale. Et là, c'est quelque chose qui s'est imposé à tout le monde, ça a été subi et imposé et généralisé pour tous, là où avant c'était volontaire volontaire et choisi, quoi. Donc, si on avait envie d'y aller et quand on avait envie d'y aller. Donc, ce bouleversement, en fait, on s'est tous retrouvés à devoir finalement basculer en full télétravail. Et donc, je parlais de ces études et on voit qu'il y a un point d'inflexion qui s'est créé, c'est-à-dire que là où avant, la DARES notait qu'en janvier 2020, on avait en moyenne, et c'est intéressant, 2,4 jours de télétravail, on va dire, par semaine dans les entreprises. En janvier 2021, on est passé à 1 de plus. Voilà. Et les chiffres exacts, c'est 2,7, on est passé à 3,4. Donc, on bascule au-delà des 3 jours.
Et l'étude montre aussi, c'est tout à fait intéressant, qu'au-delà de 3 jours, il y a un clivage, un point d'inflexion, qui est que finalement, les gens n'ont pas envie de travailler plus de 3 jours. Il y a 15% des gens qui estiment qui seraient prêts à travailler 4 jours ou 5 jours dans la semaine. Et là encore, quand on parle comme ça, on voit bien qu'on raisonne sur un télétravail qui serait en jour hebdomadaire, mais on pourrait tout à fait avoir des assiettes différentes. Et ça, c'est ce qu'on a observé, nous. On est passé, si vous voulez, de quelque chose, d'une phase, effectivement, d'une première phase du premier confinement, d'adversité, d'exploit, où tout le monde s'est serré les coudes pour faire face. Et il a fallu finalement continuer l'activité en mode dégradé, et avec des innovations qu'on confirme, hein, enfin, qu'on a vues également, y compris sur le dialogue social, les CSE qui se sont tous dématérialisés, des poursuites d'activité, la mise en chômage partiel dans l'industrie du jour au lendemain quasiment, et qui a pu reprendre assez rapidement avec la levée du confinement en juin. C'est des choses qu'on a vues dans des grandes entreprises. À partir du moment où le retail était fermé, on ne pouvait plus vendre ce qu'on fabriquait, donc tout a été mis à l'arrêt, avec une grande capacité d'adaptation. Et puis, sur le deuxième semestre, quelque chose qui est différent, une problématique qui évolue, puisqu'elle devient de dire, bon, en fait, maintenant, ça va peut-être durer, et finalement, je mets en place des protocoles, je reprends l'activité, donc je passe la crise, mais est-ce que j'en suis sorti ou pas? Et donc, je vais me mettre en quête d'un point d'équilibre. Voilà. D'un point d'équilibre, surtout avec la perspective, des aides, je pense, à l'activité partielle et à l'APLD, quelques jours aussi, mais ça a quand même un horizon qui est toujours, on va dire, avec une finitude, quoi, avec une fin. Et derrière, mais mon Dieu, comment je vais m'organiser finalement? Et là, c'est là où, sur la question du télétravail, ça, c'est vu, on va dire, des directions des entreprises du point de vue du développement, et vu des salariés, ça a rencontré une sorte de ras-le-bol aussi, enfin, de point de saturation. Vous évoquiez, et Daniel, tu l'as hyper bien dit, c'est-à-dire, au bout d'un moment, bien finalement, comment est-ce qu'on organise le retour finalement à l'entreprise? Comment est-ce qu'on fait face à ces risques qui sont en train d'apparaître? Parce qu'en un an, en fait, au-delà du premier confinement, sur le deuxième semestre, nous, on a vu apparaître chez nos clients des décrochages, voilà, d'isolement, avec des managers qui se sentaient perdus, qui ne voyaient plus leurs équipes, notamment je pense notamment aux entreprises avec des actionnaires, aux entreprises américaines ou anglo-saxonnes qui ont pris au pied de la lettre les consignes de télétravail, et donc pour lesquelles généralement les sièges et les bureaux, quels qu'ils soient, à partir du moment où on ne reçoit pas de public, sont fermés depuis le 16 mars. Donc on a des gens qui sont chez eux depuis un an, en fait. Voilà. Ça, c'est la réalité. Et on en voit les effets en termes de santé, en termes de décrochage managérial, de choses comme ça. Et du coup, ce qu'on observe aussi, c'est que le télétravail, finalement, devient aussi un possible sujet de désaccord. Là où c'était plutôt, OK, on accorde des jours de télétravail en contrepartie pour compenser un déménagement, par exemple, pour compenser, pour faire suite à une demande sociale des élus, etc. Là, finalement, ça devient une vraie négociation. Voilà. Et finalement, avec des sujets de désaccord autour du nombre de jours et autour de quelque chose qui est assez insidieux et qui est vraiment, nous, on considère que c'est un vrai poison, enfin, c'est ce risque de zizanie avec des clivages qui apparaissent dans les entreprises. Alors, entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le font pas. Voilà. Et ça, c'est insidieux parce que ça ne se voit pas d'emblée. Ça peut être, si vous voulez, entre des gens qui sont obligés de recevoir les publics, d'être en interaction, et donc qui sont exposés à un risque sanitaire plus grand d'une part, et ceux qui restent chez eux, qui non seulement ne seraient pas exposés à un risque sanitaire, et en plus jouiraient ici d'un confort. Alors, ça, c'était au début, en 2020, et puis ça se retourne un peu où ça se rééquilibre, puisque ceux qui étaient tout le temps chez eux disent « Non, mais nous, on va revenir également ». Donc, c'est intéressant. Et ça veut dire que ce à quoi on assiste, on sent qu'on va assister, en fait. C'est que, et ça, on aura l'occasion, Daniel, tu l'évoqueras, hein, sur les enjeux, on verra qui a à signer un accord, c'est finalement de se dire, bon, maintenant, je vais reprendre, alors, la normalité, je ne sais pas si c'est le terme, mais qu'est-ce que je fais face à une somme de demandes individuelles ou micro-collectives où chacun va vouloir conserver ses avantages, les modalités d'organisation. Et je trouve que nos clients sont confrontés finalement à une forme de risque qui est de
se retrouver, et je pense ici aussi bien côté direction que côté salarié, à être mis devant le fait accompli d'organisation qu'on a mise en place pour s'adapter de manière très empirique et très pragmatique, et ça a permis de passer l'obstacle. Mais en revanche, faut-il le généraliser? Voilà. Alors justement, peut-être pour aborder notre deuxième point, c'est-à-dire le télétravail demain, c'est-à-dire lorsqu'on sera sorti de la crise, qu'est-ce que ça va devenir? On sait que le télétravail, c'est que la relation au travail est une relation qui est extrêmement personnelle. Chacun a une conception différente de la façon dont il travaille. Et donc, la question que je voudrais poser à Daniel est la suivante. Est-ce que tu penses qu'on va assister à une généralisation du travail à la carte est-ce que c'est quelque chose que tu anticipes? Et de ton côté, Nils, une fois qu'on va revenir dans une vie normale, et espérons que cette vie normale revienne le plus vite possible, comment on va arriver à organiser organisation du temps, à mettre ensemble organisation du temps de travail et télétravail? Toi, tu travailles sur les organisations de travail. Tu conseilles les entreprises qui rencontrent des difficultés, qui veulent se restructurer. Tu mesures les charges de travail des uns et des autres dans le cadre de restructuration. Et aujourd'hui, tu vas devoir, je pense, intégrer à ton conseil une nouvelle dimension qui existait déjà et qui existait comme finalement un plus. On était plus dans de la QVT. Aujourd'hui, le télétravail étant considéré finalement comme un outil qui devient un outil structurel, comment tu vas intégrer ça? Donc, je ne sais pas, Daniel, est-ce que tu veux réagir sur le travail à la carte? Le travail à la carte, le télétravail à la carte. Alors bon, je n'ai pas la prétention de pouvoir anticiper vraiment. Voilà, mon expérience est celle que nous avons tous, je pense, sur ces derniers mois, à savoir que, bon, Nils l'a dit, hein, après la manière dont, Marie-Hélène aussi, la manière dont le travail est envisagé dépend beaucoup de chacun, mais il est certain que le télétravail a ouvert des perspectives et a permis à chacun de découvrir des modalités de travail parfois plus confortables ou moins stressantes, pas toujours, mais parfois moins stressantes que celles qui avaient lieu antérieurement. Et il est certain que dans les risques et dans les sujets que nos clients, voire nous-mêmes d'ailleurs dans nos cabinets, hein, auront à traiter, il y aura effectivement cette excroissance individualiste, si j'ose dire, qui consistera à ce que chaque salarié estime légitimement qu'il a ce droit au télétravail. Alors, ce qui en soi n'est pas nécessairement une erreur dans la mesure où on a un accord. Et d'ailleurs, on voit, il y a des données statistiques qui montrent le caractère tout à fait exponentiel du nombre d'accords de télétravail signés depuis un an et plus particulièrement dans le second semestre 2020. Donc, effectivement, il y aura un droit, entre guillemets, probablement pour un grand nombre de salariés, il y aura désormais un droit à télétravail. Ça, c'est sûr. C'est sûr parce que d'abord, ça sera entré dans les mœurs et les mœurs se seront cristallisées dans des accords ou des chartes au sein des entreprises, hein, dans beaucoup de cas. Est-ce que cela veut dire que c'est à la carte? C'est là que le bas risque de blesser, puisque le salarié n'est pas, c'est pas parce qu'il est tout seul dans son bureau chez lui qu'il est tout seul. C'est-à-dire qu'il est tout seul dans son bureau chez lui, mais il appartient à une organisation. Et qui dit appartenance à une organisation dit interaction multiple avec son supérieur, enfin avec son manager, avec ses collègues, avec des tas d'autres participants qui seront peut-être aussi en même temps à ce moment-là tout seuls dans leur bureau chez eux. Et une des grandes difficultés, effectivement, qu'il va y avoir, à mon sens, demain pour rédiger les accords du télétravail,
réviser les accords de télétravail existants, qu'on a tous un peu mis un peu sur le côté, hein, parce que forcément, on a tous pris la faculté offerte par 1222-11, hein, c'est-à-dire qu'on a dit pandémie, circonstances exceptionnelles, donc bon, on n'applique plus on se moque de ce qu'on a écrit dans notre accord. Bon, on va sortir de tout ça et probablement on va réviser nos accords ou en écrire de nouveaux. Et il est évident que la grande difficulté, clairement, ce sera de concilier ce droit individuel légitime du salarié à utiliser ces 2 jours, 3 jours par semaine, 6 jours par mois, peu importe la manière dont on exprime dans l'accord, avec les exigences de l'organisation collective et avec les impératifs du collectif de travail, qui ne sont pas que des impératifs, j'allais dire, d'ambiance de travail, de lien social, etc., qui sont des impératifs, j'allais dire, purs et durs à l'ancienne de faire le travail en équipe, parce que très souvent, le travail, ça passe par des interactions, etc. Et ça sera extrêmement, je pense, ça doit être finement analysé, pensé, et cela signifie qu'écrire demain un accord, ou aujourd'hui un accord de télétravail, ça n'est pas, comme on a pu le voir il y a quelques années pour les 35 heures, où on se repassait, le DRH se repassait entre eux les accords que leur avaient passé leurs propres collègues, etc. Et tout le monde recopiait vaguement sur un bout de table le même accord. Bon. Non, aujourd'hui, il va falloir s'interroger véritablement sur comment est-ce que vous envisagez de fonctionner demain avec en permanence un effet 40%, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 45% de votre effectif absent 2 jours par semaine systématiquement et 2 jours dont la moitié à la discrétion du salarié. Comment est-ce que l'on arrive à gérer tout ça? Quels sont les pouvoirs que l'on donne au manager? Comment on le norme? Comment on l'exprime? Comment on le contrôle? Comment on l'impose? Etc. Et surtout, comment on se laisse la possibilité dans l'avenir d'adapter cette articulation entre le collectif, entre l'organisation collective et l'exercice du droit individuel, comment on se permet de l'adapter dans l'avenir aux évolutions de l'entreprise, à l'évolution de ses contraintes, à la nécessité de l'adaptation de l'entreprise et de son fonctionnement à son environnement. Donc ça veut dire que c'est pas on se met autour de la table, on reste 3 heures et allez, pof, pof, on fait 2 réunions comme ça et on sort avec un accord de télétravail. On peut le faire, mais dans la majorité des cas, si on veut un accord qui soit véritablement utile, et c'est aussi la raison pour laquelle je pense que les accords de télétravail doivent être faits au niveau le plus proche du lieu où ils vont s'appliquer. Hein, donc on va plutôt, je plaiderais plutôt sous le contrôle de mes acolytes, mais je plaiderais plutôt pour des accords d'établissement, même si on peut avoir un accord cadre d'entreprise, voire groupe, etc. Mais plutôt effectivement local, parce que ça doit être intimement lié aux nécessités de l'organisation collective. C'est-à-dire que l'entreprise est une organisation collective, et ce n'est pas parce que le Covid est passé par là, ça n'est pas parce que le télétravail est devenu cette nouvelle donne, que l'entreprise a cessé d'être une organisation collective dirigée vers un objectif précis. Moi, j'ajouterais un point, peut-être, effectivement, l'accord d'établissement et peut-être à durée déterminée pour des questions de réversibilité. Et peut-être à durée déterminée pour faire des points de... C'est notre écho. Oui, pour faire des points de... Alors, soit à durée déterminée, pour pouvoir effectivement remettre sur le chantier, un peu comme dans les accords d'intéressement, remettre sur le chantier tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans les choses, soit un accord, s'il est à durée indéterminée à ce moment-là, une clause de revoyure ou une commission de suivi à qui on pourra donner des pouvoirs de préconisation, de révision, le cas échéant, aux partenaires sociaux, etc.
on s'est un peu éloigné du… Oui, alors le travail à la carte, Alors, le télétravail à la carte, Nils. alors, et l'organisation. Moi, Voilà. c'était plutôt de la vision sur comment on intègre maintenant dans Ouais. une analyse d'organisation du travail, que tu fais régulièrement chez tes clients, comment tu intègres la dimension télétravail. Est-ce qu'il y a à l'intégrer, est-ce qu'il y a une démarche particulière, une réflexion particulière, ou est-ce que, comme le disait tout à l'heure Daniel, et le disent d'ailleurs un certain nombre de commentateurs, c'est que le télétravail, c'est une forme de travail comme les autres, les salariés ont droit aux les mêmes droits. Est-ce que ça va changer fondamentalement les organisations? Alors, en fait, pour reprendre la formule télétravail à la carte et aller vraiment dans ton sens, il faut remettre un cadre collectif. C'est-à-dire que là, je suis patron, je sors de cette période-là, j'ai réussi à m'adapter. La question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que je fais à présent? Qu'est-ce que je fais de mes locaux, par exemple? On va y venir. Qu'est-ce que je fais de finalement le fait que tout le monde travaille à distance? Et la question qui est posée, et pendant ce temps-là, chacun s'est fait sa propre idée, vous voyez, de comment on travaille, de qu'est-ce qui est bien, parce qu'il a fallu s'adapter. Et tu l'as évoqué, Daniel, mais la question managériale, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'on a des managers qui ont été complètement chamboulés dans la posture qu'on attendait d'eux. C'est-à-dire que, et on va voir que c'est quelque chose qui est nouveau, qu'il va falloir accompagner, ou c'est des managers qui ne sont pas tant là pour prescrire finalement le travail, puisque chacun s'est débrouillé, mais pour faire en sorte que les gens arrivent à être autonomes. Donc, vous voyez qu'il y a un risque de morcellement. Donc, et je parle ici, pas d'un point de vue juridique, de point de vue de la cohésion et du management de l'entreprise. Donc, remettre un cadre. La méthode, en fait, c'est de considérer, vu de la direction, que c'est une nouvelle problématique d'exploitation. C'est-à-dire que je suis confronté à des nouvelles modalités d'exploitation. Désormais, j'ai peut-être plus besoin de locaux ou j'en ai besoin moins. Désormais, je peux avoir un mix de travail à distance et de travail en présentiel. Désormais, pour passer le cap, j'ai fait évoluer mes métiers. Je pense à ces métiers du retail où finalement, sur des produits qui sont un peu quand on vend des produits un peu d'ambiance, de mode, on demande à ces vendeurs d'être aussi des influenceurs et il a fallu s'adapter pour arriver à être encore plus attractif pendant cette période-là. Donc, finalement, il faut reposer une vision de l'exploitation. C'est vraiment, et à partir de là, parce que si vous rentrez juste par le télétravail et de dire finalement combien de jours, je pense qu'on revient comme avant et on prend un risque et notamment par rapport à la question de la réversibilité qui est essentielle, et finalement, je vais prendre des options qui peuvent être dramatiques pour l'entreprise. Si j'entérine des modalités qui ne sont pas les bonnes, pour revenir en arrière, parce que c'est aussi un sujet social sur lequel les gens construisent leur vie derrière, on appuie là-dessus, vie pro, vie perso, comme les RTT aussi sur la partie temps de travail, ça devient très compliqué. Donc, la première chose qu'on dit à nos clients, c'est de se dire finalement de reformuler la problématique d'exploitation et la vision un peu business, vous voyez, de repartir de ça, ce qui n'est pas banal quand on parle de télétravail. Hein, parce que souvent, ils disent, mais non, mais en fait, ce n'est pas le sujet. C'est le paramétrage, je paramètre 1, 2 ou 3 jours. Et parce que c'est aussi à partir de là qu'on va pouvoir refaire collectif. De dire et repréciser les règles. Désormais, on va fonctionner comme ça. Les managers vont faire comme ça. Ces métiers-là auront évolué. Et ça permet derrière de venir paramétrer. On va voir ce qu'il faut mettre dedans. L'accord télétravail, voire l'accord temps de travail. Donc, il nous semble que c'est vraiment d'accepter le fait que c'est une nouvelle équation d'exploitation. Hein. Exploitant, je suis exploitant. Et ça se joue différemment. Et la question de la réversibilité, je le redis, hein, c'est un très très bon point, parce que je peux prendre la tentation de supprimer tous les locaux, je réfléchis bien. Voilà. Mais en revanche, sur la période, peut-être que je me suis rendu compte qu'il y a des activités que je pouvais faire en remote. Voilà, typiquement, plutôt que d'embarquer les gens sur des tournées France entière, je peux les concentrer sur des choses à distance, revoir les tournées différemment, et puis éventuellement aussi adresser une politique de productivité. Et donc, ce qui est contre-intuitif, c'est qu'il faut avoir un temps d'arrêt, d'analyse sur l'activité. Ce n'est pas du RH, ce n'est pas du social. On revient vraiment sur la partie de business. Alors, si on revient sur le RH et le social, à travers le télétravail, on a quand même cette notion d'autonomie. On est chez soi, on travaille un peu comme il veut, on peut se connecter, ne pas mettre son écran et faire cuire son plat de pâtes, faire partir sa machine à laver. Non, mais bon. Il y a la question de la confiance qui se pose. Hein. C'est toute la question, on l'a évoqué tout à l'heure, le management, apprendre aux managers à faire confiance. On
n'est plus dans une logique où on va aller regarder les modalités d'exécution du contrat, mais plutôt la finalité. Tout ça, c'est quand même un travail qu'il va falloir faire sur les esprits, parce que il faut rappeler qu'avant la crise, les managers étaient assez peu favorables au télétravail, qu'ils ont été confrontés à la situation qu'aujourd'hui, ils ont un petit peu évolué, changé d'avis, mais pour autant, est-ce que les mentalités sont complètement et définitivement changées? Ça, on ne sait pas encore. Et quand on commence à regarder un petit peu ce qui se passe dans les nouveaux sondages qui sont menés auprès des DRH, on sent qu'il y a un petit rétropédalage. Alors, la question qui se pose à nous, en termes juridiques, en fait, Daniel, c'est celle de savoir si le télétravail, est-ce que ça va remettre, par exemple, en cause le forfait jour, par exemple. Comment on mixe le télétravail, forfait jour, notamment pour les salariés qui ne sont pas en forfait jour. Quid de l'autonomie? Comment on remixe tout ça? Alors, je pense effectivement, c'est un peu ça peut faire partie un peu des effets pervers ou des assimilations actives ou des amalgames hasardeux. Je suis chez moi, mon manager n'est pas là, mes collègues non plus, donc finalement, bon, grosso modo, je fais à peu près ce que je peux. Et c'est d'ailleurs, c'était en fait la crainte dite ou non dite des managers avant le Covid. C'est-à-dire que quand on n'a pas pour dire les choses très clairement, quand on n'a pas les gens sous les yeux, si on a un petit fond de défiance à leur égard, ça va devenir une grande défiance, quoi. Voilà. Et les gens avec qui on fait très confiance, on aura moins de défiance, certes. Pour autant, aujourd'hui, le fait de télétravailler, je l'ai dit tout à l'heure, le télétravailleur est un travailleur comme les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu de son contrat de travail est inchangé. Et ça veut dire que jusqu'à plus ample informé et jusqu'à peut-être négociation d'un nouvel accord, notre organisation de travail est inchangée. Donc, ce que je dois faire tous les jours et la personne à qui ou les personnes à qui je dois en rendre compte, tout ça est inchangé. Et j'ai toujours la même personne qui va contrôler mon travail, qui va me dire que j'atteins mes objectifs, je ne les atteins pas, je les surpasse, que je suis dans les temps, pas dans les temps pour rendre ce que je dois à la communauté, etc., etc. Tout ça, c'est inchangé. Et de ce point de vue-là, je pense que la notion de liberté ou d'autonomie n'est pas sur les contenus essentiels. En revanche, il y a plus d'autonomie, et ça c'est indiscutable, il y a plus d'autonomie sur les modalités que je mobilise pour arriver à exécuter ma tâche de travail. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Marie-Hélène, même si je suis un travailleur entre guillemets très subordonné, je suis assistante dans un cabinet d'avocats, par exemple, et je tape les conclusions que l'associé qui me pilote m'a envoyé. Effectivement, si je veux prendre un quart d'heure pour aller faire cuire un pas de pâte ou lancer ma machine à laver, ce que je ne pourrais pas faire si j'étais au cabinet, tout ça, c'est de l'autonomie sur les modalités d'organisation. Et on a effectivement, indiscutablement, cette petite marge de manœuvre ou prendre 20 minutes pour aller chercher ses enfants à l'école à deux rues de chez soi, à 4h30, etc., etc. Tout ça, ce sont des marges de manœuvre sur les modalités que je qualifierais d'accessoires ou d'annexes, qui peuvent changer beaucoup de choses dans la vie du salarié, qui peuvent, l'air de rien, alléger, et là je n'en parle, c'est moins mon domaine que celui-ci, mais qui peuvent beaucoup contribuer à alléger une partie de la charge mentale des salariés, et notamment des femmes, parce qu'on n'a pas parlé de l'égalité homme-femme dans la montée en puissance du télétravail. Bon, ça peut faire partie des thèmes également. Très impacté pendant le confinement. Très impacté pendant le confinement. Et donc tout ça, ça fait effectivement partie, c'est une sorte de soupape en quelque sorte qui a toute son importance
mais qui, je crois, ne doit pas conduire à penser que sur ce que je qualifierais de l'essentiel, ce qui peut nous occuper au plan juridique, il y a véritablement une évolution, c'est-à-dire que le salarié, je le répète, est toujours dans les liens du même contrat de travail et du même lien de subordination à l'égard de son organisation. Donc le forfait jour, qui répond à une toute autre, pour revenir sur ta question, Marielle, le forfait jour qui répond à une toute autre problématique et qui, je veux dire, qui touche à des points beaucoup plus profonds, si j'ose dire, du contrat de travail, sur les modalités dont il va atteindre les objectifs, sur toute cette latitude autour de sa mission même et de la définition de sa mission, de la détermination de cette mission. Tout ça va être inchangé, et les salariés qui aujourd'hui relèvent d'un forfait jour, qui déjà probablement avant le Covid avaient plus de facilité, plus spontanément se mettant en télétravail, pour moi, ça ne change pas véritablement les choses. Alors, on a vu en introduction de ce webinaire que l'un des avantages perçus du télétravail, c'est la réduction des coûts, et notamment la réduction des coûts liés à l'immobilier. Et on a d'ailleurs un certain nombre de questions qui nous sont posées à travers le chat sur la fermeture, sur des entreprises qui envisagent de fermer définitivement leurs locaux et de mettre en place du télétravail à 100%. Alors là encore, Nice, comment toi tu vois les choses, comment on met ça en place, comment on met ce type de réorganisation en musique? Et toi, Daniel, on est quand même clairement dans de la modification du contrat de travail. Quels sont les outils, si cette décision est prise, que l'on va pouvoir utiliser, et quels sont les risques à anticiper? Alors, déjà, on a eu ce cas-là. On a eu ce cas-là. On a été amené à intervenir. C'était plutôt un audit, pour le coup, dans le cas d'une entreprise qui, de façon par opportunité aussi, a décidé de rendre ses locaux. Alors, c'est important parce que le cas est intéressant, qui est à la fois parce que l'activité, c'était des plateaux téléphoniques, considérant que l'activité des travailleurs était tout à fait, compatible, voilà, avec le travail, donc alors à domicile ou à distance, d'une part, et d'autre part, s'adossant sur le fait que l'inspection du travail disait, c'était la genèse de ce projet, c'était au cours du premier semestre, qui s'est mis en place après. Ça a arrangé tout le monde finalement, sous motif de protection sanitaire, de mettre tout le monde en télétravail. Et donc, évidemment, avec l'inducteur économique qui veut dire j'économise des centaines de milliers d'euros de loyer par an. Et dans le cas d'espèce, si vous voulez, sans porter un jugement, mais c'est vraiment toujours la différence entre vitesse et précipitation. C'est-à-dire, OK, j'ai besoin de m'adapter, donc je m'adapte. Mais derrière, typiquement je ferme les locaux, et donc depuis le 16 mars, vous êtes à domicile. Donc, vous continuez à travailler, mais est-ce que du coup, ça devient du travail à domicile ou pas? Je trouve que c'est un très bon point, Daniel. Ça, c'est un sujet qui n'a pas été abordé, or il se pose. Et en considérant que la seule mesure de compensation d'adaptation, c'est, on va dire, la mise à jour, l'amélioration de l'équipement informatique, donc des ordinateurs plus puissants, et changer le serveur de l'entreprise. Évidemment, ça peut être catastrophique, si vous voulez, de considérer que je vais avoir une continuité d'activité uniquement sous une forme finalement de contrainte. Je reste dans ce truc qui est cette approche subie. Je considère que le problème est juste un problème technique, finalement de connexion. Derrière, je fais l'impasse sur la transformation du travail. Donc, par rapport à ça, si vous voulez, sur ce sujet de dois-je supprimer mes locaux ou pas, je reviens vraiment sur le truc qui est de dire comment je vais exploiter. Je peux faire la productivité, côté direction, on va se dire, j'ai des gisements de productivité. Donc, sur les locaux, peut-être je peux complètement les supprimer, mais peut-être j'ai aussi intérêt à réfléchir sur si je les supprime complètement, est-ce que je pourrais refaire venir les gens, et par rapport à mon activité, quel est mon business?
C'est-à-dire, parce qu'une fois que vous avez fermé les bureaux, vous avez, avec toutes les implications que tu vas décrire, Daniel, faire revenir les gens, si je dois le faire au bout d'un an, parce que mon business a changé. Donc, ça suppose, une fois de plus, ce temps d'arrêt qui est hyper important, quoi. Et donc, de voir comment je reparamètre finalement la question des bureaux, avec typiquement un autre sujet qui est celui du flex office. Parce qu'il y a pas mal, quand même, la plupart des entreprises, notamment certaines petites ou en industrie ou en tertiaire, dans les entreprises où on a, avant le Covid, peu de jours de télétravail, 1 ou 0, et en général, pas de flex office. Et donc, pendant un an, vous avez des bureaux qui sont sous-occupés, d'une part, et avec des gens en plus à distance. Parce que le flex office, au départ, c'est fait pour des activités où les travailleurs sont nomades ou itinérants. Et donc, on considère qu'en moyenne, il y a 30, 40, 50% des gens qui sont au bureau. Et donc, on peut avoir des bureaux plus petits. Et on tourne comme ça. Et ça fonctionne parce que c'est cohérent avec l'activité. L'activité est ainsi faite que les gens ne sont pas tout le temps au bureau. Et ça, le flex office, il vient de là. Mais quand aujourd'hui, vous dites, en fait, moi, j'avais ni flex office ni télétravail parce que mon business, je le faisais comme ça, en industrie, mais même en tertiaire, en service, en banque, par exemple. Dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que d'emblée, je dis, je saute sur l'occasion qui est de supprimer les locaux avec toutes les difficultés, on va le voir, que ça peut entraîner, y compris au niveau de l'activité, ou est-ce que je reparamètre finalement la taille de mes locaux, les règles finalement qui font que je vais aux locaux, travailler dans les locaux, pourquoi je viens dans mes locaux, et si j'y suis pas, si je travaille depuis mon domicile ou un travail déporté dans des hubs ou dans des lieux relais, selon quelles règles. Donc, si vous voulez, on ne coupe pas, moi, il me semble, à reposer toutes les dimensions du problème, parce que sinon, la question de la réversibilité, effectivement, elle est vertigineuse. C'est là ce que je suis en train de faire une énorme erreur. Énorme erreur. Je ne peux pas revenir en arrière. Enfin, et pour ça, c'est vraiment, je trouve que, et ça me permet, juste, j'arrêterai là, de faire le lien avec le forfait jour, c'est que la notion de réversibilité, elle veut dire que désormais, on organise le travail, non pas par rapport à des choses qui seraient figées dans le marbre, mais par rapport à l'activité, par rapport aux circonstances. Et le forfait jour, souvent, il est statutaire. Je suis cadre, donc je suis forfait jour. Alors certes, je suis autonome, mais que dire de l'autonomie quand j'ai des plages programmées en télétravail? Bon. Mais désormais, ben non, je suis en télétravail ou je suis en forfait jour parce que en fait, mon activité requiert ça. Et la notion de la réversibilité, c'est de se dire, je dois en permanence pouvoir m'ajuster à mon activité. Donc la question des locaux, certes, il y a peut-être des centaines de milliers d'euros ou de millions d'économies à faire. Quel risque je prends sur l'exploitation? Et après, une fois que ça c'est bien pensé, et ça me permet de donner la parole à Daniel, mais notamment si tu passes par les accords de compétitivité, ça oblige, on voit bien que ça oblige à repenser un peu le modèle d'organisation générale. Oui, alors c'est vrai que la question des locaux, c'est assez rapidement posé, parce que moi je l'ai entendu en tout cas évoqué chez des clients dès le premier confinement, c'est-à-dire que Paris, et pas que Paris, était totalement vide et déserté, qu'on prenait conscience matériellement, physiquement, j'allais dire, de ce vide immense et de cette désertion absolue, notamment des lieux de travail, quoi. Voilà, la question se posait, se posait spontanément. Alors, comme l'a dit Nils, elle a fait plus que se poser pour un certain nombre d'entreprises et on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui se posent la question. Il y en a qui ont déjà plus ou moins d'ailleurs répondu à la question et qui ont fait un choix ou qui se dirigent vers un choix effectivement de 0 bureau. Enfin, voilà, on n'est pas encore au 0 salarié, mais on est au 0 bureau. Alors, comme l'a dit Marie-Hélène, il est évident qu'on est dans de la modification du contrat de travail. Ça, je pense qu'on peut toujours s'amuser à essayer de soutenir qu'on n'est que dans des conditions de travail, mais je pense que ça va quand même être très, très compliqué. On est dans de la modification du contrat de travail. Modification du contrat de travail, pourquoi? Parce que bon, d'abord, souvent dans le contrat, on a quand même indiqué le lieu de travail, qui certes n'est pas un élément substantiel, n'est plus un élément entre guillemets substantiel du contrat,
sauf cas particulier, mais malgré tout, j'allais dire, le fait de venir travailler sur site depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et bien évidemment, faisait totalement partie des éléments déterminants. Donc, je pense qu'il n'y a aucune discussion sur le fait que ça puisse être qualifié de modification de contrat. Bon, à partir de là, on connaît le débat. On est face à une modification de contrat. C'est une modification qui ne trouve pas son origine dans la personne du salarié, mais dans un choix d'organisation de l'entreprise. Donc, on est forcément dans le versant, on va dire, plutôt économique. Hein. Je dis plutôt, puisque selon l'option qu'on va prendre du traitement de cette question, on va avoir une question de motif économique ou pas à se poser. Il est évident, je ne sais pas si c'est évident, mais il me semble que la première réponse, effectivement, ici, c'est effectivement d'entrer dans un accord de performance collective, c'est-à-dire qu'on est malgré tout, me semble-t-il, assez... alors, le lieu de travail n'est pas listé dans 2254.2, mais on a le fameux adverbe notamment qui nous a sauvé de tellement de mauvais pas en matière de motifs économiques pendant bientôt 30 ans, qu'il n'y a pas de raison qu'il ne sauve pas d'un mauvais pas ici. Donc, à mon sens, on peut effectivement négocier un APC qui aurait vocation à prévoir l'application d'un accord de télétravail directement sur le contrat des salariés, et dont l'objet serait effectivement de travailler. Alors après, évidemment, on ne va pas écrire l'accord ici, hein, mais qui imposerait au salarié soit de travailler chez lui, soit de travailler dans un tiers lieu, hein, puisque évidemment, imposer aux salariés de travailler chez lui, je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de difficultés à signer l'accord, parce qu'on sait, on en a peu parlé, mais on l'a tous en tête, hein, on sait que les salariés ne sont pas égaux par rapport à ça, et c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, hein, mais dans la vocation sociale de l'entreprise, l'appartenance à un collectif sur un site de travail est aussi un facteur de socialisation et d'une certaine manière aussi de cohésion et de nivellement entre guillemets des différences. Alors évidemment, il y a le bureau du directeur général avec trois fenêtres, et le bureau de l'assistante avec seulement une fenêtre qui est beaucoup plus petit, etc. Donc bien sûr que l'on voit les différences dans l'entreprise, mais malgré tout, chacun est au même endroit, et cet endroit-là, il est quand même partagé par l'ensemble des salariés. Le télétravail, c'est le retour effectivement aux inégalités, j'allais dire, substantielles des individus. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés à signer un accord qui imposerait un télétravail qui serait uniquement un télétravail au domicile des salariés. Et la préconisation ici serait quand même plutôt si on veut signer l'accord, j'allais dire, d'aménager, de faire le choix de mesures qui soient attractives, qui soient facilitatrices pour les salariés, avec des lieux de coworking, puisque effectivement, c'est aussi une pratique qui se développe, qui va se développer. C'est la première formule. Et c'est une formule qui présente l'avantage, enfin qui présente deux avantages. Hein. Le premier avantage, comme on le sait, c'est que quand on négocie un APC, on n'a pas à justifier d'un motif autre que le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc il faut travailler son préambule, mais on n'a pas à aller chercher un motif économique. Et pour ceux qui font des restructurations, ils comprennent que c'est pas un petit sujet quand même. Parce que toutes les entreprises qui ont ce type de projet ne sont pas forcément aujourd'hui dans des difficultés économiques. Alors, elles peuvent arguer de cette option pour sauvegarder leur compétitivité, mais là aussi, la démonstration est à faire de la menace sur cette compétitivité.
Le deuxième avantage, et on a beaucoup parlé de réversibilité, le second avantage, c'est à mon sens aussi le fait qu'un accord collectif de ce type-là peut être, et d'ailleurs c'est la règle, c'est le droit commun en fait, hein, peut être à durée déterminée. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, pendant 3 ans, on tente le coup du full télétravail et on s'en reparle dans 3 ans. Et là, vous avez peut-être une chance supplémentaire de signer votre accord parce que les salariés savent que dans 3 ans, on va remettre la copie sur la table, on va réévaluer les choses, etc. Donc, ça peut être une formule. Et donc, pour répondre à… Alors, évidemment, ça suppose que dans votre accord de télétravail qui sera annexé ou qui sera intégré dans votre APC, vous traitiez bien sûr toutes les questions relatives notamment à l'isolement, etc. Donc, là aussi, je préconiserais dans ce type d'accord d'imaginer malgré tout des lieux et des temps de rencontre, alors qui ne seraient pas dans l'entreprise, puisqu'il n'y aurait plus d'entreprise physique, mais dans des lieux, voilà, dans des lieux de coworking, dans des lieux extérieurs pour recréer ou pour jalonner la vie de l'entreprise quand même, de temps et de lieux de rencontre. Donc ça, je pense que c'est, et je pense que la durée déterminée de l'accord pourrait être vraiment un facteur facilitant de sa signature. Bon, l'autre option, et pour répondre à une question d'une participante, pour tout ce qui est des locaux CSE, de l'affichage, etc., et bien là, on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les outils numériques, donc le local syndical numérique, les affichages numériques, tout en numérique. Sans oublier que le télétravail, c'est quand même le travail qui fait appel aux technologies de l'information et de la communication. On oublie ce sont des emplois qui, par essence, sont des emplois connectés. Mais je pense que dans la définition qu'on a donnée en 2012 du télétravail, c'était un outil très positif qui apportait beaucoup de liberté. Ça n'était pas nous transformer tous en robots, comme on peut parfois avoir le sentiment de le devenir, raison pour laquelle d'ailleurs on est ici tous ensemble. Voilà. Alors, deuxième option, voilà, pour terminer sur ce passage à l'entier télétravail. L'autre option, si vous ne pouvez pas signer d'APC, l'autre option c'est le PSE, quoi. Parce que c'est le PSE, parce que pour une raison très simple, proposition de modification du contrat de travail. Si vous voulez pouvoir l'imposer, la seule option, c'est le PSE. Ce qui veut dire que ce qui présente 2 inconvénients, qui sont les pendants des avantages que j'ai évoqués pour l'APC, tout simplement. Premier inconvénient, il va falloir que vous démontriez que c'est nécessaire à tout le moins à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Pourquoi pas? Deuxième, plus gros inconvénient encore à mon sens, c'est qu'un accord de PSE ou un document unilatéral, mais comparons ce qui est comparable, donc un accord de PSE, il est malheureusement irréversible. C'est-à-dire qu'il est ni à durée déterminée, ni à durée indéterminée. Enfin, il est one-shot, et une fois qu'il a été mis en œuvre, il n'y a pas de retour en arrière. Alors, évidemment, on peut réembaucher des gens, mais donc, voilà mais juridiquement, il est effectivement possible de passer par un PSE, et c'est le seul moyen, pour dire les choses clairement, d'imposer ce passage à 100% au zéro bureau. Voilà sur la question. Pardon. Alors moi, ça me ramenait, j'étais déjà sur la question d'après, qui est je pense, l'une des questions essentielles sur lesquelles, d'ailleurs, on va avoir, à mon avis, des contentieux divers et variés. Donc, on est un peu sponsorisé, là, les cabinets d'avocats sont un peu sponsorisés par le télétravail. C'est la question de la santé au travail, de l'obligation de prévention, de l'obligation de santé et de sécurité. Ça pose la question finalement aussi de la limite entre la vie professionnelle et la vie privée à partir du moment où on est exercé chez soi.
Ça va poser la question des risques psychosociaux à travers des modalités de management qui peuvent être considérées comme nocives, mal gérées à partir du moment où les managers ne sont pas formés. Donc là, on a vraiment, j'ai l'impression, une sorte de terreau de contentieux à venir. Alors, la loi donne un certain nombre d'indications à travers la loi, l'ANI, on a déjà des orientations. Mais alors, la question s'adresse évidemment à toi, Nils, parce qu'une fois qu'on va dire le droit et ou l'imaginer ou défendre nos clients, parce que des sujets n'auront pas été réglés, comment, dans l'obligation de prévention, là c'est là que tu interviens, et comment tu interviens, comment tu envisages cette question, les risques psychosociaux plutôt de la question de la santé au travail dans sa globalité. Alors, c'est un bon point, évidemment, c'est un point qui est essentiel. Alors, déjà, sur la santé au travail, on va distinguer, il y a deux cas. Il y a les risques hygiène et sécurité classiques, sur lesquels nous, on n'est pas forcément compétents. Et là, effectivement, ça ouvre un champ, et d'ailleurs, tu l'as évoqué dans l'introduction et dans le document, ça ouvre un champ qui est le travail, alors pour le coup, au domicile, non pas le travail à domicile, et l'exposition de quelqu'un qui travaillerait à des risques exogènes. Voilà. Je suis chez moi, si j'ai un siège qui n'est pas le bon, si j'ai le néon qui me tombe sur la figure. Vous voyez, donc ça, c'est l'approche classique. Et là, effectivement, c'est des choses qu'il faut certainement encadrer, qui sont un peu nouvelles. Sur la partie des risques psychosociaux, alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a rien de nouveau, quoi. On est déjà... parce qu'en fait, les risques psychosociaux, c'est non pas les travailleurs, mais c'est important, hein, c'est théorique, mais c'est important. C'est non pas comme dans le cas d'un risque d'exposition à un risque chimique, où le travailleur serait exposé à une source de danger exogène à lui, voilà, le néon, du nitrate d'ammonium, voilà. Non, c'est que le travailleur est exposé à une source de danger que serait le travail en lui-même, quelque chose qui est endogène. Bon, voilà, donc dans le travail à distance, le travail reste là. Donc la façon dont il est géré, la façon dont il est organisé, bah, c'est comme aujourd'hui. C'est-à-dire les choses qu'il faut regarder, ce sont les mêmes. En revanche, il y a des choses, il y a des situations problématiques et des facteurs de risque sur lesquels la généralisation du télétravail appuie. Donc après, c'est quels sont les facteurs de protection finalement à privilégier là-dessus. Mais je leur dis, la bonne nouvelle, c'est que les référentiels restent bons, les outils restent bons, et notamment la façon qu'on a de regarder les choses. Mais il y a des choses qui deviennent plus prégnantes que d'autres. Alors, quoi donc le premier sujet, il me semble, mais qui est, vous l'avez tous expérimenté, c'est, alors, en facteur de protection, il faut commencer par là, on l'a dit, mais là, on est dans un télétravail qui est subi. Enfin, franchement, on voit bien les remous que ça a créé avec la ministre, il y a eu une incitation, une injonction à rester à domicile, à maintenir le travail à distance. On a vu que c'était quand même compliqué. Donc, on est dans une période où le télétravail est subi. Ça, c'est hyper dangereux. Voilà. Enfin, facteur de protection, c'est faire en sorte que le télétravail soit choisi. Et vraiment, parce que, si vous voulez, si la personne, elle choisit et c'est cohérent par rapport à tout ce qu'elle fait, déjà, elle jouera le jeu, elle sera capable, elle s'appropriera tout le cadre qui est mis en place. Mais j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est vraiment super, super important. Alors, les risques auxquels les gens sont exposés, évidemment, l'isolement. Voilà. L'isolement de la communauté de travail, de ses collègues, de ses clients, même pour les équipes commerciales qui étaient habituées à travailler en solo, si vous voulez, le fait de devoir être en commercial depuis chez soi, mais comment je prospecte, j'ai toujours les mêmes indicateurs et les mêmes objectifs, KPI de vente, etc. Mais est-ce que ça a été rediscuté dans la situation actuelle? Est-ce que ça a été revu à la baisse ou je ne sais pas moi, amendé, quoi, revu, ça pas sur les mêmes objets, etc. C'est des vrais sujets. Hein. Donc ça, c'est l'isolement du travailleur alors, face à ses collectifs de travail, mais aussi face à ses objectifs, face à ce qu'il doit faire, face à ses consignes. Et ça, c'est évidemment un vrai truc. Le corollaire, c'est la charge de travail. Alors, évidemment, mais comme avant, c'est-à-dire comment j'ordonnance le travail, mais sachant que quand les gens sont tout seuls, comment est-ce qu'ils s'organisent? Est-ce que je dois tout prescrire
et avoir des agendas où tout est scripté, ce que les gens doivent faire dans la journée. Dans ce cas-là, j'ai la maîtrise de la charge de travail. Ou est-ce que je considère que finalement les gens vont s'organiser comme ils le veulent et moi, je vais juste contrôler à la fin. Donc ça, c'est évidemment le deuxième risque. Et puis, bon, le lien social qui est une autre facette de l'isolement. Et ça, par du contentieux, c'est-à-dire quand on parle de contentieux, très concrètement, on parle de risque grave. Voilà, sans attendre des choses des cas individuels, mais à mon avis, et j'attends le moment où on va avoir des PSE, où il va falloir on va avoir des homologations à faire valider, à discuter avec la directe, ou dans le PSE, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est sûr que ça va arriver. Il sera prévu qu'on va mettre de l'activité en remote, on va imposer du télétravail, et là, il va falloir se pencher sur dire, mais vraiment, comment est-ce que ça fonctionne, quoi. Voilà. Et donc, ça va arriver, je vous dis, moi, enfin, il me semble, isolement, lien social, charge de travail. Et puis, en blaguant, on l'évoquait, mais la fracture numérique, c'est un vrai sujet, quoi. C'est-à-dire que le sujet de la compétence, de l'équipement, finalement, si j'ai des gens qui sont, vous voyez, ça renforce l'effet d'isolement. Donc, il n'y a rien de nouveau, mais c'est ces dimensions-là. Là, il va falloir le regarder très précisément. Et un autre sujet que vous avez évoqué indirectement, mais qui est très important, homme-femme, par exemple, et évidemment que ça se joue pas pareil. Enfin, moi, j'en suis on l'a vécu pendant le premier confinement, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et donc, le travail au domicile, et évidemment qu'il est susceptible de faire augmenter les RPS parce que ça va augmenter l'écart entre les inégalités. Si vous êtes en 30 mètres carrés avec des enfants, des gens qui n'ont pas, votre conjoint qui n'a pas les mêmes horaires, que vous êtes en horaire décalé parce que vous faites des enquêtes téléphoniques de 17h à 22h parce que c'est comme ça que ça se passe, parce que vous êtes en plate, enfin, vous voyez, sur des. Comment vous l'organisez? D'où l'intérêt de la question, effectivement, d'avoir des lieux relais et d'envisager pour protéger les gens, d'avoir des tiers-lieux, des lieux relais pour éviter que le travail se fasse à domicile. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et alors, le facteur de protection ultime, et ça sera il me semble, c'est veiller à la bonne équité. Ce n'est pas l'égalité, mais parce qu'on n'est pas traité tout le monde pareil, mais c'est la même règle qui s'applique pour tout le monde. Voilà. Parce que quelqu'un qui va se retrouver en RPS, c'est quelqu'un qui va être déséquilibré dans sa situation de travail, et notamment, c'est la façon dont il va interpréter, dont il va ressentir en fait la situation. Et s'il y a une forme d'injustice, il dit, mais pourquoi moi, je ne peux pas télétravailler? Pourquoi lui ou elle, il peut? Et comment? Et donc, le sujet de l'équité, il est hyper important. Donc, un principe simple qui est de dire, voilà, comment on organise le télétravail, ça peut arriver dans un accord. Définir ce qui est télétravaillable et ce qui ne l'est pas. Et de dire tout ce qui est télétravaillable le sera. Par exemple, ça, c'est un principe, si vous le posez, tout le monde peut s'y référer. Alors après, comment est-ce qu'on définit ce qui est télétravaillable? Il faut le préciser. Versus de dire non, on ne fera pas comme ça, et ça sera par activité, et pourquoi? Et ça, c'est un facteur de protection, parce que les individus, ils se raccrochent aussi à ça, on est tous un peu pareils. Et derrière, ils font leur propre régulation également. Vous voyez, donc c'est vraiment ce mélange-là, et c'est sûr, et on pense, nous, au cabinet, que ça va arriver, malheureusement, un peu par du dur, hein, par des contentieux, par du risque grave, par des choses comme ça. Peut-être, avant d'aborder la question des contentieux à venir, et comme on n'a plus tellement de temps, comme on avait réservé une petite plage sur la rédaction des accords, je pense qu'on peut peut-être traiter les deux, c'est-à-dire l'anticipation par la rédaction des accords, du contentieux à venir. Mais on nous fait remarquer que le QR du ministère du Travail sur l'APC précise que ce type d'accord ne peut pas être utilisé en cas de fermeture définitive. Alors peut-être qu'il faut qu'on soit un petit peu précis sur peut-être apporter une précision. C'est vrai qu'on peut chanter, je pense, en gardant une. On peut faire du droit, par exemple. On peut faire du droit, oui. Hein, ça reste une bonne préconisation tant qu'on est entre nous. Donc faire du droit, ça serait de dire, par exemple, que quelles sont les prescriptions impératives sur l'APC. C'est qu'on ne peut pas supprimer des postes par APC. D'où peut-être l'assimilation un peu hâtive entre fermeture d'un site et suppression massive des postes. Et moi, je ne supprime pas de postes. Je modifie le lieu de travail. Je conserve tous les postes. Donc, je peux garder un lieu de travail. Donc, je garde un lieu de travail qui est le domicile du salarié, des tiers-lieux, etc. Et en tout état de cause, je ne supprime pas de poste.
je vais peut-être licencier des gens, c'est le propre du refus d'application de l'APC, mais je ne vais pas supprimer des postes. Attention à la nuance. Et je ferme un site, si, puisque je ferme mes locaux. Donc, oui, je ferme un site. Mais je pense que le QR s'égare. Le QR s'égare en faisant, justement, en confondant, enfin, en ayant, j'imagine, dans la tête du rédacteur, la confusion entre fermeture de site et suppression de tous les postes qui étaient hébergés sur le site. Et ce n'est pas mon cas. Ouais. Certes, je ferme un site, mais il est écrit nulle part dans 2254.2 que ça ne s'applique pas à une fermeture de site. Dès lors, et c'est le point important à mon sens, que je ne supprime corrélativement aucun poste. Donc, on va dire que nous ne sommes pas dans l'hypothèse de l'article du QR très pertinemment relevé par notre consoeur sur ce point. Alors, on a encore un petit peu de temps. On avait bloqué à peu près 1h30 de nos agendas respectifs. La question, on voulait conclure avec la question de l'accord, le contenu de l'accord. Je pense qu'on peut peut-être l'aborder sous l'angle, évidemment, de l'anticipation de contentieux à venir. On l'a abordé tout au long de cet exposé, hein, en évoquant un certain nombre de questions, la façon de... la durée de l'accord. On a vu un certain nombre de points intégrés à ces accords. Sur la question notamment des RPS, comment tu vois les choses? Quelles sont tes préconisations, Daniel, en termes de rédaction? Quelles sont les clauses à prévoir? En tous les cas, ce que je retiens, moi, peut-être j'anticipe un peu, mais de ce que tu viens de dire, Nils, c'est qu'il y a une clause qui, à mon sens, il y a 2 clauses qui sont essentielles pour moi, c'est le préambule. Oui. Et puis aussi une clause de suivi. Oui. Voilà, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, prendre notamment en matière de RPS, mais ça, on le sait, c'est une généralité. On peut prendre toutes les mesures de prévention possibles. Si on n'est pas capable d'établir qu'elles ont été suivies des faits, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est le début et la fin. Et entre les deux, il y a toutes les mentions. Alors, il y a évidemment les mentions obligatoires. Hein. Déjà, on ne va pas le perdre de vue. Hein. De 12, 22, 9. Après, on peut exploiter les pistes qui sont ouvertes par l'ANI de 2020 et que j'ai évoqué en introduction de nos propos, là, tout à l'heure, qu'il faut prendre effectivement, j'allais dire, et adapter à ces besoins après l'audit dont on a parlé. J'allais dire, tout ça, c'est relativement simple, on s'entend. Hein. Sur les points de vigilance de l'accord, je pense que le point de vigilance, peut-être, c'est celui qui permet de gérer la question de la responsabilité de l'employeur en matière de prévention des risques, parce que c'est quand même, ça va être là aussi une vraie problématique. Il y a un auteur, là j'ai vu, j'aime beaucoup l'expression, hein, qui est, je ne vais évidemment aussi, je vais la retrouver, c'est magnifique. Je vais même citer l'auteur, c'est vous dire si on est préparé. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Brobst dans la revue de droit du travail qui a écrit le recours au télétravail n'est pas synonyme de l'externalisation du risque. Et je crois que cette formule est extrêmement, elle est percutante, mais elle est extrêmement pertinente. Parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la législation sur la responsabilité de l'employeur, civile et pénale en matière de prévention des risques, est inchangée. Et on voit bien que autant sur les sites, l'employeur a toute la possibilité de répondre à cette obligation parce que c'est à lui qu'il appartient d'effectuer tous les contrôles, etc., d'acheter les bons outils de fonctionnement, d'assurer la maintenance, d'effectuer toutes les actions qui sont nécessaires au respect de cette obligation.
Et on voit bien, c'est pas du droit, je veux dire, ce serait du bon sens pur, on voit bien que, évidemment, dès lors que les salariés sont chez eux ou dans des tiers-lieux, on n'est plus du tout dans ce schéma. Or, aujourd'hui, la situation est malgré tout celle-ci. Ce qui veut dire que si on a un salarié qui est dans un logement plus ou moins insalubre et que son installation électrique est défaillante et qu'en allumant son ordinateur, il fait tout cramer et qu'il s'électrocute, la responsabilité de l'employeur, elle est entière. Donc, ça reste un véritable sujet, et ça reste d'autant plus un sujet à partir du moment où on a des dizaines, voire des centaines de salariés qui sont susceptibles, qui sont potentiellement en télétravail. Donc, dans l'accord, il est indispensable. Alors, il n'est pas possible de, me semble-t-il, par voie d'accord, évidemment, comme le suggère l'ANI, il n'est pas possible de limiter la responsabilité du salarié. On ne peut pas, par voie d'accord, bien évidemment, on ne va pas écrire dans l'accord, l'employeur ne doit pas être responsable ni civilement ni pénalement des dommages. En revanche, on peut attacher des sanctions au non-respect, par exemple, au non-respect par le salarié de l'attestation de conformité des locaux dans lesquels il travaille à domicile. C'est-à-dire que soit il ne nous donne pas d'attestation nous disant que son domicile est conforme, soit il ne nous autorise pas à y pénétrer, soit il n'autorise pas un cabinet, j'allais dire, Veritas, etc., pénétrer dans les locaux pour s'en assurer. Et ça doit être sanctionné, le cas échéant, par une exclusion du télétravail. Mais il faut se prémunir, à mon sens, contre ça. Dans l'accord, c'est absolument indispensable. Et en revanche, il faut également prévoir en pendant un certain nombre de mesures à la charge de l'employeur pour, le cas échéant, mettre à niveau certaines installations éventuellement. Alors, on ne parle pas ici de l'hypothèse où on serait en total télétravail. Auquel cas, est-ce que ça justifierait justifierait le licenciement du salarié qui ne serait pas en mesure de démontrer que son logement est conforme? Si on veut le sanctionner pour ça, il faut qu'au préalable, on ait mis, nous, les moyens employeurs de rendre son logement conforme. Bon. Alors, justement, on a un petit rappel à l'ordre, là, donc on va se poser cette question. On nous dit le problème des coûts n'est pas abordé, il est pourtant crucial. Alors, c'est vrai qu'on a dit que c'était souvent, le télétravail était souvent perçu comme, enfin, dans certains cas, comme une possibilité d'économie pour l'entreprise. C'est vrai qu'il y a quand même une indemnisation nécessaire, des moyens qui sont mis finalement à disposition du salarié à disposition par le salarié du travail qu'il va effectuer, et ça, l'entreprise doit l'indemniser. Alors, est-ce que ça va être un coût, c'est pas un coût supplémentaire? Dans quelle mesure ça devient un coût supplémentaire? Dans quelle mesure ça devient un élément qui doit être pris en considération par les entreprises au moment de prendre leur décision de passer en télétravail total ou partiel? Alors, effectivement, c'est une bonne question. On avait dit qu'on ne l'aborderait pas parce qu'elle est traitée dans les textes. Enfin, en partie, oui, elle est traitée en partie, mais en fait, pour la faire assez courte, mais je vais aller un peu dans le détail, évidemment, le salarié ne doit subir aucun effet pécuniaire négatif de son passage, qu'il soit simplement régulier ou qu'il soit permanent, en télétravail. Donc, là encore, on en revient au droit commun, c'est-à-dire que l'employeur fournit et prend à sa charge l'ensemble des moyens nécessaires à l'exécution de la prestation de travail. Il fournit les outils de travail. Alors, le texte a été écrit à l'époque où c'était une clé de 12 et un tournevis. Aujourd'hui, ce sont d'autres types d'outils dans le cadre du télétravail, mais la règle est la même. Donc, ça veut dire également que l'indemnité d'occupation qui est destinée à compenser
la suggestion et les frais d'ailleurs engendrés aussi par l'occupation de son domicile pour des raisons professionnelles par le salarié, cette indemnité d'occupation est imposée et due en toute hypothèse, et y compris lorsqu'on a a priori lorsque c'est un système qui est imposé par l'employeur et en l'absence de bureaux mis à disposition du salarié dans les locaux de l'entreprise. En revanche, si le télétravail s'exerce sur la base du volontariat et que le salarié a au sein de l'entreprise du matériel et un bureau qui est à disposition, cette indemnité n'est pas due. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faudra intégrer dans l'accord et indiquer que effectivement les 2 jours de télétravail sont optionnels. Parce que s'ils ne deviennent plus optionnels, c'est nécessairement la porte ouverte à l'indemnité d'occupation. Idem pour les frais de déplacement, idem pour les frais de restauration. Quand un salarié a eu droit à des tickets restaurants, c'est pas parce qu'il est en télétravail qu'il n'y a plus droit. C'est vrai que ce sont des questions qui sont à prendre en considération par l'employeur. J'ai lu quelque part qu'à date, il y a à peu près 80% des entreprises qui ne traitent pas ces questions. Sauf à ce qu'il y ait des accords. Évidemment, dans les accords, c'est géré, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne règlent pas ces questions-là et qui commencent d'ailleurs à nous appeler en disant comment on fait. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on dispose aujourd'hui. Enfin, on dispose des moyens d'y répondre, mais ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas adapter dans l'avenir les réponses, comme pour la responsabilité de l'employeur en matière de prévention des risques, on l'a vu, parce qu'aujourd'hui, les frais sont à prendre en compte, alors y compris, et on a eu des questions sur la localisation des salariés qui télétravaillent en province ou dans les îles ou à l'étranger, qui est une question qui occupe pas mal de gens, et on sait que le premier confinement a donné lieu, on va dire, n'a pas été vécu par tout le monde de la même manière. On a qui l'ont vécu dans une ambiance plus ludique et plus exotique que d'autres. Et bien évidemment, quand c'était ludique et exotique, c'est un peu comme le Club Med, on a envie d'y revenir, quoi. Et ça peut susciter des vocations dans le cadre de la mise en place d'un télétravail qui serait pérenne. Mais aujourd'hui, il faut effectivement traiter cette question dans un accord, parce que si on s'en tient aux dispositions légales, l'employeur doit prendre les frais, professionnels en charge. Et s'agissant en particulier des frais de trajet, qui peuvent effectivement être assez substantiels, s'ils sont effectivement calculés au réel, ce qui peut être une difficulté, mais s'ils sont les frais professionnels hors trajet, lorsqu'ils sont pris au réel, ne sont effectivement exonérés, et ce sont des frais selon le droit commun. Pour ce qui est ensuite de l'indemnité de déplacement, les choses sont un petit peu plus délicates, puisque effectivement le salarié est justiciable d'un remboursement de 50% de ses frais de transport domicile-lieu de travail. Donc, et l'obligation, dès lors que le salarié utilise les transports en commun ou un service public de location de vélo, mais enfin, quand on est à 500 km, on a moins de risques d'être confronté à ça, mais lorsqu'il utilise les transports en commun ou qu'il achète pour payer ses transports des abonnements et non des tickets individuels,
Dès lors qu'on a ces deux conditions qui sont remplies, l'obligation de prise en charge à hauteur de 50% des frais de transport pour l'employeur n'est pas limitée géographiquement. Donc, il est évident que il peut y avoir effectivement des vrais sujets de réflexion ici dans le cadre de la négociation d'accord. Et on peut notamment se poser la question de l'opportunité de limiter cette prise en charge au bassin d'emploi ou à ce que serait l'équivalent forfaitaire, de ces frais de transport au sein du bassin d'emploi, en disant dans le bassin d'emploi, un abonnement SNCF ou RATP, ça vaut tant. Donc, le remboursement sera plafonné à telle hauteur. Si après, vous avez un abonnement TGV qui vous coûte le double, eh bien, vous serez remboursé à 25%. Alors, je signale simplement un message que nous envoie l'une de nos consoeurs que je remercie, qui nous indique que Bercy a annoncé ce mardi que les allocations versées par les employeurs au titre du télétravail à domicile en 2020 seront exonérées d'impôts sur le revenu. Donc voilà la preuve de la mouvance de ce sujet, ce qui va me permettre de conclure puisque nous sommes dans les temps. Merci beaucoup pour votre attention. Comme vous l'avez vu, c'est un sujet sur lequel on va avoir, je pense, du pain sur la planche et donc du travail, ce qui est toujours agréable à pouvoir se dire. La question qui se pose aujourd'hui, je vais conclure par également l'un des auteurs que nous avons pu lire en préparant ce webinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on va passer du droit du travail au droit du télétravail? Et est-ce que le télétravail va constituer une nouvelle branche au sein de notre discipline? Voilà, c'était un peu la conclusion et la réflexion, la conclusion à la réflexion de ce matin, sur laquelle je pense que nous aurons l'occasion de revenir peut-être d'ici à 6 mois pour refaire un point lorsque nous aurons repris une activité normale, sans masque et sans obligation de distanciation. Voilà. À très bientôt et merci pour votre attention. Merci.